Et joyeux 1er mai à tous, la fête des travailleurs qu'on dit, mais quelle ironie, alors qu'aujourd'hui visiblement on ne célèbre plus l'effort, plus l'engagement, plus le mérite, on célèbre plutôt le militantisme, la grève à l'excès, le blocage et les slogans creux sur le fameux droit à la paresse. Pendant que les syndicats battent le pavé pour fustiger les violences patronales, on interdit à des fleuristes d'ouvrir, tout en laissant bien sûr les vendeurs à la sauvette laisser vendre leurs muguets tranquillement. Et pendant ce temps-là également, on préfère infliger des amendes colossales à des boulangers qui ont eu le malheur d'ouvrir en ce 1er mai. C'est le monde à l'envers. Et les patrons, parlons-en des patrons, ils sont désormais obligés de sortir publiquement dans les journaux, aux radios, aux télés pour rappeler que sans eux, rien ne fonctionne, que sans entreprise, il n'y a pas de pays. Mais que voulez-vous, c'est la France, elle préfère les manifs aux mains calleuses, les discours syndicaux aux leçons de réalité. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Dans tous ses états. Maxime Liédo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 2 heures d'information, de débat, de discussion et d'échange évidemment avec vous au standard 0826 300 300 et sur l'application Sud Radio. À partir de 13h, là vous allez voir, c'est une grande heure qui sera consacrée à un phénomène assez exceptionnel parce que on va recevoir Sylvain Maisonneuve. Il publie chez Albin Michel l'enquête déclassifiée sur les ovnis. Mais c'est très sérieux, oui, des phénomènes inexpliqués, des grandes vidéos et surtout un président américain, Donald Trump, qui a promis de faire toute la lumière sur ces affaires. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en France, nous avons un observatoire de ces phénomènes. 1h 0826 300 300. Si vous aussi, à un moment, vous avez cru apercevoir une soucoupe volante digne de la soupe aux choux, vous êtes sur Sud Radio et ça se passera dans une petite heure. À 12h30, sujet beaucoup plus sérieux. Sommes-nous une cible privilégiée? Nous, Français, nous, la France, nous, nos entreprises, des attaques informationnelles et cyber, notamment par la Russie. Il y a eu notamment des vols de données absolument colossaux. Ça se compte par millions et par millions. La CNIL, c'est l'organisme en France qui est censé gérer ça, tire la sonnette d'alarme et nous en discuterons avec l'expert Fabrice Eppelpoint, surtout que pour la première fois depuis des années, en réalité, le Quai d'Orsay a officiellement ciblé la Russie comme étant, on va dire, l'organisateur de certaines attaques massives depuis 2017. C'est un changement de paradigme, on essaiera de comprendre pourquoi. Mais tout de suite, on va se poser cette question. La France aime-t-elle encore le travail? 1er mai, fête des travailleurs, et pourtant, on le voit, les vendeurs à la sauvette sont partout, tandis que certains fleuristes sont obligés de fermer. Mais on a également le cas de Jean-François Bandé, qui a été le directeur d'une chaîne de boulangerie, et c'est le boulanger qui a fait parler de lui ces dernières semaines, tout simplement parce qu'il a reçu une amende 10 fois supérieure au chiffre d'affaires du magasin. Son grand crime, mesdames, messieurs, avoir ouvert sa boulangerie un 1er mai. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Bonjour Jean-François Bandé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le patron des boulangeries artisanales de Boenmi, c'est ça? Tout à fait. Et l'année dernière, il me semble, vous avez reçu tout simplement une inspection du travail parce qu'il fallait faire on va dire, ce qu'il y a de plus classique. Et à la fin, il y a une petite surprise, une amende colossale pour une raison qui pourrait sembler absolument banale, avoir eu le tort, le malheur d'avoir ouvert un 1er mai. C'est ça pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez expliquer quand même ce qui, pour beaucoup d'entre nous, paraît absolument surréaliste? Alors c'est un peu plus ancien que ça et d'autant plus absurde puisque en fait ça remonte à 2021. Donc on a été contrôlé le 1er mai 2021 par un inspecteur du travail et par la suite on a eu effectivement un courrier de sa part nous indiquant qu'on s'exposait à une amende de 80 000 euros mais qui serait réduite à 10 000 euros si on payait tout de suite sans contester. Ce qui ne nous convenait pas parce qu'on voulait... C'est extraordinaire, c'est-à-dire si vous contestez pas, on vous la réduit parce qu'on est sympathique. Ouais, divisé par 8, on ne sait pas trop pourquoi par 8, par 10 ou par 20, mais et nous de toute façon on voulait faire valoir notre bonne foi et donc on trouvait que 10 000 euros, même 10 000 euros c'était complètement délirant par rapport à la faute potentielle. Surtout que, pardonnez-moi de vous interrompre, vous étiez totalement en règle, c'est-à-dire que les salariés étaient volontaires, vous les aviez payés double, je veux dire il n'y avait rien d'absolument faramineux pour justifier une telle décision. En fait c'est là où c'est pas clair, c'est-à-dire qu'en fait alors bien sûr on était en règle, les salariés étaient déclarés et payés double, ce qui est défini dans la convention de la boulangerie d'ailleurs, mais en fait la convention définit un salaire double pour ce jour-là, mais a priori le code du travail lui dit qu'on n'aurait pas besoin, enfin qu'on n'aurait pas le droit de travailler. Et en fait, dans les faits, il y avait une tolérance depuis une vingtaine d'années où tous les boulangers travaillent le 1er mai. Et là, donc ça, c'était en 2021. Ensuite, en 2022, 23, 24, il ne s'est rien passé. Et il y a 15 jours, on a reçu une convocation au commissariat, me concernant, où on m'a demandé de venir m'expliquer au commissariat en 2025. Le commissariat directement? Voilà, directement. Une lettre?
Une lettre, voilà, comme si vous étiez convoqué. Donc vous y êtes allé et j'y suis allé, je me suis expliqué. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous, le grand criminel boulanger. Alors, je précise que le policier était vraiment très sympa. Lui-même nous a fait comprendre qu'en fait, il avait d'autres chats à fouetter, que c'était pas son métier premier de courir derrière l'ouverture d'une boulangerie il y a 4 ans. Donc, on précise quand même que pendant 4 ans, il s'est rien passé. Et ça, c'est les joies de l'administration française, ça va vite. Donc, il a pris ma déposition, je me suis expliqué, il m'a posé 2-3 questions et puis on s'est quitté. C'était très sympa. Mais quelle était la teneur de l'entretien ? Parce qu'il voulait comprendre quoi ? Si vous aviez réellement fraudé, si c'était intentionnel. En fait, c'est le parquet qui a demandé à la police d'enquêter entre guillemets sur ce sujet. Et donc, il a été obligé de me recevoir, de me poser ces fameuses questions pour ensuite renvoyer au parquet ses conclusions. Non mais c'est quand même extraordinaire quand on sait le boulot absolument colossal qu'a la police. Ils sont quand même parfois appelés par le parquet pour dire regarde, il y a 4 ans, il y a quand même un boulanger qui a eu le malheur d'ouvrir un 1er mai, reçoit-le et mène un interrogatoire digne. On a passé 2 heures, voilà, c'est une perte de temps pour lui, pour nous. Moi j'ai dû me replonger dans le dossier, ça datait d'il y a 4 ans. Donc c'est vraiment effectivement c'est une situation qui est absurde. Et vous avez dit tout au long de cette médiatisation, comment ça a été d'abord accueilli cette médiatisation ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être quelques confrères boulangers qui vous ont dit « Ah non mais attends, tu peux pas médiatiser tout ça parce que pour nous derrière, ça veut dire que on va sévir, etc. » Au contraire, ça a été très bien accueilli en disant « Merci quand même, merci beaucoup parce que grâce à toi, on va peut-être espérer avoir des règles un peu plus souples, un peu plus faciles à vivre pour nous qui nous contentons de travailler. » Nous, on a reçu énormément de messages de confrères qui nous soutiennent à 100% et à 99% de nos clients, de connaissances qui nous supportent aussi. Donc en plus ce qui est amusant, c'est qu'il y a un consensus qui est assez général, c'est quand même assez rare en France. Ah oui, ça c'est sûr. Donc là, tout le monde est à peu près d'accord. Donc oui, on a eu beaucoup de soutien pendant ces 10 derniers jours. Et comment ont réagi en réalité aussi vos salariés ? Parce qu'ils ont été entendus aussi, j'imagine, peut-être dans le cadre de cette enquête par la police ou... Non, pour l'instant, c'est que moi. Voilà. Et puis ils ont été, l'inspecteur leur a demandé nom, prénom le jour J, mais sinon depuis rien de spécial. J'imagine qu'avec une telle médiatisation, certains politiques ont eu la tentation de vous joindre, de vous appeler. Quelle a été la teneur de vos nombreuses conversations avec eux ? Parce qu'accessoirement, c'est eux qui font la loi. Donc c'est pour la plupart, ça fait un certain nombre de temps qu'ils siègent à l'Assemblée. Quels ont été les témoignages à votre égard ? Ils étaient plutôt compatissants ou au contraire, ils tombaient un peu de leur chaise ? Non, on a eu des témoignages vraiment très positifs. D'ailleurs, on se rend à l'Assemblée nationale mercredi prochain, donc c'est plutôt sympa pour s'expliquer, pour rencontrer des députés. Je crois surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la loi. Et en fait, c'est une loi qui est très mal faite, puisqu'il n'y a pas de liste de commerces qui peuvent ou ne peuvent pas ouvrir. Peuvent ouvrir les commerces qui sont dits essentiels. Donc on revient un petit peu dans les années Covid. C'est exactement ça. Nous, en 2020, c'est le même travers. En 2020, la boulangerie, on était essentiel, donc on a dû rester ouvert. On avait perdu tous nos chiffres d'affaires, mais on a dû rester ouvert. On ne pouvait pas fermer quand on était essentiel, ce qui n'était pas le cas des restaurants. Et une année plus tard, donc en 2021, on nous dit non, la boulangerie, vous n'êtes pas essentiel, et donc je vous mets une amende de 80 000 €. Donc nous, on ne comprend pas. Donc la loi n'est pas claire. Non, et la loi n'est pas claire. Et ce qui est sidérant, c'est que les politiques eux-mêmes vous appellent alors qu'ils sont censés la fabriquer en disant mais écoutez, on est totalement navrés parce que bien sûr que c'est une absurdie. Quand vous dites que vous serez reçu à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? Être auditionné pour justement raconter tout ça ? C'est de façon informelle. C'est un député ex-ministre qui nous reçoit, donc quelqu'un quand même d'important, pour comprendre. Et je trouve que c'est bien que des députés parlent à des gens, de la vraie vie entre guillemets, pour essayer de comprendre leur quotidien. Donc on y va avec plaisir et on va leur expliquer ce qui se passe. 0826 300 300. Vous aussi, vous avez été un moment victime de ces règles absurdes. Vous êtes un chef d'entreprise, un patron. Vous êtes tombé sur un cas aussi délirant que celui-ci. Vous avez reçu une amende ou une lettre du commissariat parce que vous avez eu le malheur de travailler, ce qui est quand même l'illustration à un moment d'une France qui n'aime plus le travail. Vous connaissez le numéro 0826 300 300 et l'application Sud Radio. Il faut croire quand même que vous avez été entendu et que le bruit que vous avez fait n'est pas totalement inutile, Jean-François Bandet, parce qu'une proposition de loi a été soutenue par la ministre du Travail. Elle a été déposée au Sénat par des parlementaires, centristes notamment. L'initiative alors est très, très critiquée par la gauche. On va avoir l'occasion d'y revenir. Les syndicats aussi sont opposés. Mais le volontariat, dit-il, deviendra vite une semi-contrainte, etc. Mais vous, est-ce que cette loi qui va, on va dire, permettre d'assouplir un peu cette règle floue, d'essayer de la rendre un peu plus nette, est-ce que vous trouvez que ça va dans votre sens ? Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, un 1er mai, une chaîne de fast-food, elle peut ouvrir.
un Starbucks, un McDonald's peuvent ouvrir. Une boulangerie artisanale ne peut pas ouvrir. Donc on voit bien et on comprend bien qu'il y a un problème de logique. Donc je pense qu'effectivement, il faut protéger les acquis des salariés. Personne ne demande de revenir sur le salaire multiplié par 2, par exemple. Et je peux vous assurer que nous, nos employés, ils sont demandeurs de travailler sur des jours fériés. Parce que être payé x2, c'est quand même intéressant sur des salaires qui, malheureusement, en France, sont pas toujours très élevés. Donc c'est quand même intéressant pour eux. Oui, et puis c'est ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'on en discutait tout à l'heure ici dans cette rédaction en préparant l'émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous prenez votre téléphone, si la boulangerie du coin est fermée, vous avez tous les fast-food à proximité, vous avez toutes les grandes marques américaines qui peuvent venir vous livrer, donc le patron d'entreprise que vous êtes doivent en vrai se révolter en permanence, et ça visiblement les députés ne le saisissent pas du tout, ou les hommes politiques en général. Nous c'est ça l'enjeu, parce qu'en fait, quand on multiplie par 2 les salaires d'une entreprise, sur une journée c'est pas très rentable, donc nous c'est pas un enjeu forcément de gain, c'est effectivement un enjeu de fidélité. Une boulangerie, elle doit être ouverte. Le matin, vous ne vous posez pas de questions, vous allez chez Bohémie, rue Turbigo, c'est ouvert. Si on commence à fermer un jour sur 2, le dimanche, le samedi ou les vacances, on perd forcément de la clientèle qui va ailleurs. Vous êtes chef d'entreprise et vous racontez justement doubler un salaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, mine de rien, très concret aujourd'hui? Quelqu'un de votre équipe qui travaille dans votre boulangerie rue de Turbigo, combien il est payé normalement? Le jour férié, combien il est payé? Mais donc ça veut dire derrière, combien ça vous coûte pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui ont envie de nous appeler pour témoigner, pour réagir aussi à ça et répondre à cette question, est-ce que la France aime réellement le travail? 0826 300 300 saisissent, mine de rien, à quel point quand on est chef d'entreprise, la masse derrière de taxes est absolument faramineuse. Un salarié sur une journée va gagner peut-être en net entre 100 et 120 euros. Enfin, j'ai pas les chiffres forcément très précis. Donc multiplié par 2, on passe à 240. Sachant que nous, on multiplie aussi par 2 les cotisations. Donc c'est pour ça. Vous, de votre poste de patron, donc on passe à 500. Sachant que nous, sur une boulangerie Bohémie, un jour férié, il peut y avoir 10-12 vendeurs, par exemple, qui sont derrière le comptoir. Donc si on fait la multiplication, on comprend vite que c'est pas forcément un enjeu de bénéfice, c'est plus un enjeu de visibilité et de fidélité de nos clients. Oui, et puis en effet de montrer qu'au bout d'un moment, il faut être pratique. Une boulangerie qui est ouverte, c'est quand même toujours agréable. Quand vous entendez les syndicats, notamment la CGT, on commence à le voir ici, les syndicats sont en ordre dispersé. Dans les grandes villes, on attend entre 150 000 et 200 personnes. Quand on les entend notamment dire, lorsque cette proposition de loi commence à voir le jour, on veut encore nous voler un jour férié, les patrons peuvent travailler, pas les travailleurs. Comment le patron d'entreprise que vous êtes, et je le dis d'autant plus que vous avez plusieurs boutiques à travers le monde, notamment en Arabie Saoudite, en Corée du Sud et ailleurs dans le pays, vous regardez ça comment, vous, quand vous dites, notamment quand vous êtes conscient des charges que vous payez, de l'effort, mine de rien, que ça demande d'investir en France, quand vous entendez ces slogans un peu surannés, un peu poussiéreux, comment vous réagissez? Ils sont un peu dans leur rôle, effectivement, donc je le comprends jusqu'à un certain niveau. Moi, après, ce qui m'étonne, c'est de sortir ce 1er mai, il y a 10 jours fériés, 10 ou 12 jours fériés par an en France. Nous, on se pose la question sur tous les jours fériés. On a des systèmes aujourd'hui très bien faits sur Internet où chaque employé peut donner ses contraintes de temps. S'il veut déménager mardi, mercredi ou aller jeudi chez le dentiste, il pose une demande, il travaillera pas et nous, on s'organisera en fonction. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà tout le temps. On fait ça tous les week-ends, on fait ça toutes les vacances, on fait ça tous les jours fériés. Donc, nous, le 1er mai, quelque part, c'est un jour comme un autre. Et si les gens veulent travailler, ils peuvent travailler. S'ils veulent rester chez eux, ils peuvent rester chez eux. C'est pas un souci pour nous. Oui, et puis en réalité, c'est quand même très politique et vraiment des propos de syndicats, en effet, de considérer qu'avec toutes les nouveautés dans le travail, que ce soit le télétravail, que ce soit les nouveaux profils de travailleurs, aujourd'hui, quand on est un patron ou chef d'un service ou quoi que ce soit, on est déjà confronté, mine de rien, à devoir s'adapter en permanence. Je le disais à l'instant, vous avez réellement des boutiques à travers le monde. Est-ce que ce rapport au travail est un sujet uniquement franco-français? Est-ce que vous avez déjà eu, vous, des réflexions, on va dire, ou des combats similaires ailleurs, en Arabie Saoudite, en Corée du Sud? Non, alors c'est vrai que c'est assez différent. C'est vrai que la France a un rapport au travail qui est quand même différent. Enfin, nous, on est présent en Espagne, par exemple. Donc, l'Espagne, c'est quand même pas très loin et ça reste l'Europe. Donc, on peut comparer ça de façon assez facile. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins de sujets de ce type. Et les gens sont beaucoup plus moteurs pour faire des heures, pour travailler. C'est vrai qu'en France, pas forcément par rapport aux salariés, mais plutôt par rapport à l'administration, on sent qu'il y a toujours une défiance vis-à-vis des entrepreneurs. Nous, quand on est contrôlé par l'inspection du travail, souvent, on a malheureusement un peu le sentiment qu'on est par défaut en faute, alors que finalement, on peut fauter. Moi, je dis pas que je connais toutes les lois, mais de manière générale, on essaie de faire les choses bien. Et c'est un peu dommage, finalement, de se sentir toujours mis en difficulté, un peu par défaut.
Oui, vous avez l'impression, on va dire, d'être toujours au risque d'avoir déjà une mauvaise étiquette. Le statut d'entrepreneur, on va dire, est déjà quelque chose à risque en France quasiment quand on est on part toujours un peu effectivement du principe qu'il y a une mauvaise volonté derrière, une volonté de gain contre les salariés. Il faut savoir que recruter des bons salariés, c'est extrêmement compliqué. Nous, on a une super équipe. Moi, mon but, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils restent. Donc, c'est les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils viennent travailler tous les jours, qu'ils soient heureux, qu'ils soient souriants pour nos clients. Je suis pas là pour les forcer à travailler s'ils n'ont pas envie de travailler. Donc, ça se fait finalement bien tout seul. Je suis pas sûr qu'il faille une loi pour tout gérer. Et quand est-ce que vous avez parlé de cette affaire, on va dire, dans les pays frontaliers, que ce soit l'Allemagne ou même ailleurs, comment ils ont réagi quand vous leur avez raconté ça, cette amende absolument record, la convocation au commissariat, ce qui peut sembler absolument lunaire, la sensation d'être traité un peu en criminel. Quand vous le racontez ailleurs aux autres pays, comment réagissent? Ils vous croient d'abord ou ils prennent ça vraiment comme une mauvaise blague ou quelque chose qui paraît surréaliste? Ils nous croient, oui, parce que je l'explique bien, mais ils tombent un peu de l'arbre, puisque effectivement ça n'a rien à voir. Et je pense que la France est un des rares pays où on pourrait voir ce genre de choses. D'ailleurs, même en France, quand j'ai raconté cette histoire-là, c'est pour ça qu'on a commencé un petit peu à en parler. La plupart des gens ne nous croyaient pas. Et quelle est la suite de cette affaire, on va dire, dans les prochaines semaines après la convocation au commissariat? Comment vous envisagez les choses? Vous allez toujours contester? C'est ça? On conteste toujours. Maintenant, c'est au parquet de nous poursuivre. J'imagine qu'on sera jugé. Vous avez déjà la date? Pas encore? Non, on n'a aucun retour. Nous, pendant 3 ans, il s'est rien passé. Donc là, j'ai eu cet entretien au commissariat. Maintenant, est-ce qu'il va se passer une convocation dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an? J'en sais rien. Bon, merci beaucoup Jean-François Bandé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le patron des boulangeries artisanales Bohemie et c'est vous qui avez fait le tour des médias récemment pour dénoncer votre horrible crime, avoir ouvert votre boulangerie un 1er mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir parlé vrai sur Sud Radio. 0826 300 300 pour discuter, échanger avec nous et surtout vous intéresser au prochain sujet qui arrive. Sommes-nous une cible privilégiée des attaques informationnelles? Ça a été une année record pour les fuites de données en France. L'État français qui cible publiquement la Russie désormais pour sa responsabilité dans la majorité des attaques informatiques et cyber depuis 2017 sur le sol français. On en discute dans quelques instants avec l'expert Fabrice Eppelplan dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. 0826 300 300 et l'application Sud Radio pour réagir, intervenir, commenter, participer à nos nombreuses discussions. Et je rappelle que dans une grosse demi-heure, on s'intéressera aux ovnis. C'est très sérieux, c'est par Sylvain Maisonneuve et il publie chez Albin Michel l'enquête déclassifiée sur les ovnis. C'est un grand avocat, il est passé par énormément de cabinets ministériels et il s'est intéressé, il a mis les mains dans le cambouis de ces dossiers qui sont toujours, dit-on, soi-disant, un peu surnaturels. Mais vous allez voir, ce sera une discussion fascinante. Mais tout de suite, on va se poser une question clé. Sommes-nous une cible privilégiée des attaques informationnelles et cyber? Bonjour Fabrice Eppelplan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que c'est une année absolument record pour les fuites de données. La CNIL s'en est même alarmée hier. L'État français, avant-hier, a ciblé publiquement Moscou et l'a accusé d'être responsable depuis 2017, d'être responsable d'un certain nombre d'attaques sur le sol français. Le phénomène semble même totalement hors de contrôle. On voit Free, Auchan, Intermarché, bref, même des opérateurs du tiers payant, des gens comme France Télétravail, sur la seule année responsables, victimes plutôt de vol de données. Comment on explique que, on va dire, ces agences françaises, ces entreprises françaises soient aussi vulnérables face à un phénomène qu'on a l'impression d'observer, nous, même citoyens lambda, depuis des années et des années? On l'explique avant tout par une déficience en matière de cybersécurité. Typiquement, France Travail présentait des gros problèmes de cybersécurité. Et d'une façon générale, c'est à la fois quelque chose qui n'est pas, ou qui a longtemps, qui n'a pas été pris au sérieux par la plupart des grandes entreprises, et puis aujourd'hui qui fait face à une réalité qui est l'absence et la rareté des compétences que les entreprises doivent désormais recruter pour sécuriser un matériel qui ne l'a pas été, et donc beaucoup de retard. C'est très compliqué. Donc on paye un passif, on paye un manque de sérieux, et puis on paye un climat mondial qui est devenu beaucoup plus belliqueux qu'il n'était il y a une dizaine d'années. Quand vous dites que les entreprises peinent parfois à aller chercher la compétence, c'est quoi? Parce qu'elles eux-mêmes, les grandes entreprises ne réalisent pas toujours, si vous voulez, à quel point c'est un domaine dans lequel elles doivent investir, ou c'est précisément parce qu'en France, sur le territoire français, on manque de gens compétents pour justement sécuriser les entreprises comme ils se doivent sur le terrain du net ou du cyber?
Sur le territoire européen, on manque de compétences dans des proportions... Vous élargissez le spectre, c'est pas qu'en France, c'est européen. Oui, c'est pas spécifique à la France, c'est au niveau européen qu'on a une déficience en compétences considérable de l'ordre du demi-million de talents qui manquent. Attendez, qu'on s'arrête sur ce chiffre. En manque et on l'observe, pour un phénomène qui est totalement croissant et qui vient toucher de la plus grande à la plus petite entreprise jusqu'aux données confidentielles, on manque de près d'1 million de personnes en Europe. Un demi-million. Un demi-million. C'est énorme. Et ceci dit, ce chiffre date d'il y a au moins 3 ou 4 ans, donc ça doit être bien pire aujourd'hui. Donc peut-être que le million peut être atteint. Non, je pense pas que c'est pas en croissance à ce point, mais le déficit en compétences est considérable. Il y a un vrai problème de formation. C'est pas du tout évident à former, et du coup, il faut recruter des gens qui n'ont pas nécessairement les diplômes, les CV qui habituellement font office de méthodologie de recrutement pour les services RH. Et puis, les salaires sont beaucoup plus intéressants à l'étranger. Typiquement, si vous allez en Allemagne, vous aurez non seulement des plus gros salaires dans la cybersécurité, mais également un statut social bien plus enviable. Et donc, on cumule les inconvénients. Et puis, encore une fois, on est entré dans une phase bien plus belliqueuse au niveau mondial par rapport à il y a 10 ans. On est aussi aujourd'hui en tension particulièrement extrême avec la Russie, mais également avec bon nombre de pays africains avec lesquels on a, pour certains, rompu toute relation diplomatique. Sur l'épisode russe, on y reviendra dans quelques instants. La patronne de la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Marie-Laure Denis, dit que 80% des grandes violations de données auraient pu être évitées l'an dernier, notamment avec des systèmes aussi basiques que la double authentification. J'essaye de l'expliquer en des mots simples pour certains de nos auditeurs. C'est tout simplement de valider 2 fois sur un téléphone, sur un ordinateur, sur une tablette, l'accès à une messagerie, à un logiciel, à une application. Est-ce que vraiment, même on va dire dans les grandes entreprises françaises, un système aussi basique que ça, quand tout à l'heure vous parliez de retard ou même de naïveté, comment se fait-il qu'un système aussi basique que celui-ci, c'est comme en fait une double serrure sur une porte d'une certaine manière, ne soit pas entièrement généralisé? C'est parce qu'il faut une loi ou parce que les services informatiques des grandes entreprises prennent ça un peu à la légère? C'est souvent parce que les utilisateurs eux-mêmes ne l'activent pas. Ce que dit la patronne de la CNIL, c'est qu'il y a un gros effort à fournir en bout de chaîne, au niveau des utilisateurs. Donc en fait, c'est quoi? C'est les salariés directement des entreprises qui, même quand ça leur est proposé, n'en prennent pas forcément conscience. Bien au-delà des salariés, les utilisateurs de technologies informatiques doivent monter en compétences en matière de cybersécurité. Pas devenir des experts, mais devenir des utilisateurs un peu plus avertis qui, quand on leur propose des options de sécurisation de leur système, typiquement la double authentification, qui est disponible en option sur une quantité faramineuse de systèmes, mais qui est rarement utilisée parce qu'en face, on a des utilisateurs qui ne réalisent pas la problématique cyber dans laquelle ils sont en train de mettre les mains. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un élan de formation, il faut sensibiliser beaucoup plus, que l'État prenne ça en main. Est-ce que la ministre chargée du numérique doit par exemple se lancer dans une immense campagne de pub, ou au contraire vous trouvez qu'il y a déjà un travail de sensibilisation qui est déjà fait? Comment on essaye justement de faire en sorte que l'utilisateur, comme vous dites, réussisse à prendre cette problématique à bras le corps? Alors, on pourrait tout à fait faire de la sensibilisation à la cybersécurité à l'école. Ça serait certainement un cours dont les élèves seraient friands. Après, les conséquences concrètes dans la vie de tous les jours d'une sensibilisation qui serait menée à l'école, c'est l'école. Ça prendrait une génération pour donner effet. Oui. Donc, c'est pas très compatible avec le besoin qu'ont les politiques d'avoir des choses qui donnent des effets avant la fin de leur mandat. Mais l'école est certainement une piste, oui. Et vous pensez que, mine de rien, c'est quelque chose dont les politiques pourraient se saisir, même sans avoir des résultats tout de suite, l'importance de, mine de rien, alors malgré les défauts de lecture, malgré les défauts en mathématiques, malgré les défauts d'écriture, le politique serait capable de s'emparer dès le plus jeune âge, mine de rien, ou peut-être dès le collège, lycée, d'instaurer une véritable éducation à ces thématiques-là? Le politique, sans doute pas, mais des pédagogues, oui, c'est un sujet qui est très certainement susceptible de passionner plein d'élèves. C'est un sujet qui, quand on a des compétences au sein notamment d'un groupe de jeunes, vous donne un statut social de sachant, qui est tout à fait enviable et donc qui entraînerait beaucoup d'élèves vers la découverte et la compréhension de tout un tas de petites choses qui font partie de l'hygiène informatique du quotidien et qui résoudraient énormément de problèmes. Ce qui n'empêche pas que les entreprises de leur côté doivent investir dans la cybersécurité. Mais du côté des utilisateurs, il y a aussi énormément de progrès à faire.
Avant qu'on entre également dans le détail de ces vols de données et qu'on attaque également le volet russe qui est, selon l'État français, en tout cas rendu public par l'État français pour la première fois, visé directement comme étant le responsable d'un certain nombre d'attaques qui a eu lieu sur le territoire français. Vous parliez à l'instant de l'hygiène informatique, on va dire, à avoir de base pour le simple utilisateur. Rapidement, les 2-3 réflexes qu'on doit avoir quand on est l'utilisateur d'un ordinateur, d'Internet, pour justement éviter les vols de données, les piratages, etc. Des choses très simples. La chose la plus simple qui soit, c'est de ne pas disperser ces données aux quatre vents. Et donc d'être très très parcimonieux quand vous disséminez vos données personnelles à droite et à gauche. Typiquement, un numéro de téléphone, si vous pouvez ne pas le donner, ne le donnez pas. Si vous apercevez qu'une entreprise en face vous le demande alors qu'elle n'a aucune raison légitime de vous le demander, changez d'entreprise et ne faites pas affaire à cette entreprise. Si vous apercevez qu'une entreprise s'est fait dérober vos données et qu'elle ne vous a pas averti, portez plainte. C'est illégal en France avec le RGPD, c'est illégal en France et en Europe. Et puis activer de façon systématique, typiquement cette fameuse double authentification dès qu'on vous la propose. C'est vraiment tout un tas de domaines. Pour comparer ça à l'époque de Louis Pasteur, à la fin du 19e, on a appris à la population à ne pas cracher par terre, à se laver les mains, à faire tout un tas de choses qui ont réduit considérablement la propagation des maladies et qui ont permis d'allonger de façon conséquente l'espérance de durée de vie. Autre sujet de préoccupation de l'autorité de la CNIL, c'est notamment le fait que de grandes entreprises en France utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, pas n'importe laquelle, notamment ChatGPT, qui est l'entreprise américaine. Et forcément, elle dit quelques mots en guise d'avertissement. Ne confiez pas à une intelligence artificielle ce que vous ne confieriez pas à quelqu'un que vous croiseriez dans la rue. Et là, on retrouve le même problème que face à l'utilisateur lambda qui n'a pas l'hygiène suffisante. C'est vrai que avec les intelligences, on va dire artificielles, on est prêt à écrire n'importe quoi. Et ça aussi, c'est du vol de données en masse, non ? C'est plus complexe. Très concrètement, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises sont dans une course pour intégrer des outils d'intelligence artificielle de type ChatGPT dans la suite logicielle qu'ils mettent à disposition de leurs employés. Et de leur côté, il y a une quantité faramineuse d'employés, plus de la moitié, si on croit certains sondages, qui eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle, mais à titre presque personnel, sur leur compte perso, pour augmenter leur productivité au travail. Et en faisant ça, effectivement, ils donnent la documentation de l'entreprise à ChatGPT, c'est-à-dire à OpenAI, c'est-à-dire, on va pas se mentir, à la NSA et la puissance américaine. Puissance américaine que la DGSE a dénoncé il y a de ça 2 ans comme étant le principal vecteur d'espionnage économique en France, devant toutes les autres puissances, devant les Chinois, devant les Russes, devant tout le monde. Donc on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. On peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Les entreprises sont parfaitement au courant. Les entreprises sont en train de s'apercevoir que cette génération d'intelligence artificielle donne des gains de productivité très conséquent dans le travail individuel de chaque personne, mais que par contre, les gains de productivité à espérer pour l'entreprise, eux, restent à trouver. Et donc, c'est un vrai problème qui va se traduire par des problématiques sociales. Si je double ma productivité dans l'entreprise, il va falloir renégocier mon salaire. Parce que très concrètement, l'entreprise de son côté va restreindre sa masse salariale. Si elle a des salariés qui multiplient par 2 leur capacité de travail, elle a besoin de 2 fois moins de salariés. C'est mathématique. Tout ça, c'est des problématiques que les entreprises commencent à appréhender, qui vont poser d'énormes problèmes, aussi bien de négociation avec les salariés que de fuite de données critiques sur les grandes entreprises américaines qui pillent traditionnellement les entreprises françaises. Donc on est au-devant de très grosses problématiques que le politique ne peut pas aborder. On ne peut pas, de façon claire et nette, même après l'arrivée de Trump au pouvoir, que les entreprises américaines nous pillent. Mais c'est une réalité et ça s'est accéléré considérablement avec ChatGPT et l'utilisation totalement débridée de ces outils dans toutes les entreprises, enfin par toutes les cadres des entreprises. Avant qu'on se quitte pour une très très courte pause, une dernière question quand même. Est-ce que c'est ce genre justement d'informations qui devrait nous pousser peut-être à accélérer dans les intelligences artificielles françaises? On avait notamment parlé du chat qui était, on va dire, notre petite pépite française. Est-ce qu'on pourrait envisager aujourd'hui que cette intelligence artificielle soit obligatoire pour toutes les entreprises françaises, typiquement pour éviter cet espionnage? Ou alors, il faut être honnête, elle a fait beaucoup de bruit, mais elle n'est pas encore suffisamment au niveau d'un ChatGPT ou d'une intelligence artificielle chinoise ou états-unienne. Donc on se retrouve à faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire des intelligences artificielles étrangères. C'est malheureusement plus vicieux que ça. Le premier actionnaire de Mistral qui publie le chat, c'est Microsoft.
Donc en fait, on se retrouve totalement cadenassé par l'ennemi. Et oui. Et voilà, c'est le et oui le plus extraordinaire que j'ai jamais entendu de ma vie. Merci beaucoup Fabrice Epelpoint. Je vous retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette discussion fascinante. Sommes-nous une cible ici en France des attaques informationnelles et cyber, notamment parce que le Quai d'Orsay il y a 2 jours a diffusé une vidéo en dénonçant, je cite, une guerre silencieuse dont l'intensité s'accroît et elle est menée par la Russie. C'est la première fois que la France cible directement le pays Vladimir Poutine dans ces attaques-là. On en reparle de quelques instants. Il est midi 42 et vous êtes bien sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. 0826 300 300 et l'application Sud Radio. Nous sommes toujours avec Fabrice Epelpoint, enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, spécialiste de ces questions justement de cyber et d'informatique, pour évoquer, d'abord c'est ce qu'on vient de faire pendant ces premières minutes, ces vols de données absolument massifs qui ont eu lieu. La CNIL est même montée au créneau. Ça concerne de grandes entreprises, de grandes institutions françaises comme France Travail, et on était en train de se quitter sur finalement la perversité que peut être même une entreprise française dont on parle beaucoup, qui est le fameux chat, qui est, on va dire, le ChatGPT français, où vous racontiez que c'est Microsoft en réalité le principal actionnaire. Donc, si on veut comprendre, c'est que même les données, à un moment, sont récupérées par Microsoft. Quand on voyait notamment le ministre des Armées, le ministre de l'Intérieur, le président de la République en tête, se réjouir d'un tel projet, c'est en réalité beaucoup plus pervers que ça. Ça veut dire que derrière, il n'y a aucune souveraineté française dans ce projet ? Aucune, peut-être pas, mais disons que l'actionnariat est essentiellement américain. Et puis on a tous entendu parler d'Edward Snowden, hein, ça date de 2013. Il serait temps quand même qu'on en tire des leçons. Et à partir du moment où vous avez des Américains quelque part, vous avez la NSA et vos données vont vraisemblablement y atterrir. Il y a un enjeu qui est au-delà du géopolitique sur l'intelligence artificielle. C'est un enjeu presque civilisationnel. Donc on est sur quelque chose qui est un enjeu totalement critique pour chaque nation qui s'y implique. Évidemment, les Américains qui ont non seulement de l'avance technologique, mais une puissance financière qui est incomparable. La plus grosse boîte du Nasdaq vaut à elle seule bien plus que l'ensemble du CAC 40 réuni. On est des nains. Et il est clair que pour financer l'intelligence artificielle, où l'unité de mesure atteint facilement le milliard de dollars d'investissement, il n'y a aucune façon, aucun investisseur français n'est capable de faire ça. Aucun. Après le vol de données, la nouveauté cette semaine, et c'est quelque chose d'assez inédit, c'est le Quai d'Orsay qui a dénoncé de la part de la Russie dans les attaques informationnelles et cyber une guerre silencieuse dont l'intensité s'accroît. C'est vrai que les attaques russes qui sont dans le viseur de la France, c'est officiel pour la première fois qu'elles reconnaissent ainsi l'implication de la Russie dans la majorité des attaques informationnelles et cyber. Pourquoi jusque-là, contrairement notamment aux États-Unis qui avaient ciblé officiellement la Russie, nous, la France, avons attendu autant de temps pour lever ce tabou? Parce qu'on prend le relais de la Russie en termes géopolitiques, de la nation qui sera ouvertement hostile à la Russie. Les États-Unis semblent passer leur tour. Le relais, dans ce cas-là, on prend le relais des États-Unis, pas de la Russie. Des États-Unis, tout à fait. Et donc c'est aujourd'hui la Russie qui sont officiellement les grands méchants. Si on se reporte 10 ans en arrière, typiquement quand la chaîne TV5 a été attaquée, on avait dans un premier temps accusé l'État islamique, qui était le grand méchant de l'époque, avant discrètement d'admettre que oui, effectivement, c'était sans beaucoup de doute la Russie. Donc on est sur un phénomène de communication plus que de cybersécurité. Il y a très peu de chances que TV5, ça ne soit pas les Russes. C'est vraisemblablement les Russes en ce qui concerne l'attaque des Macron Leaks. Est-ce qu'une majorité des attaques informationnelles viennent de Russie? On va dire que la façon dont est organisée la détection fait qu'on ne détecte prioritairement que du russe. Donc forcément, comme on cherche du russe, on trouve du russe. Malheureusement, on passe à côté d'énormément d'autres nations qui se livrent elles aussi à des attaques informationnelles sur la France et sur lesquelles on jette un voile discret. Lesquelles, par exemple, parce que vous citiez l'exemple de TV5. La totalité des anciennes colonies françaises jouent à ce jeu. Nous-mêmes, nous jouons à ce jeu. On s'est fait attraper il y a 4 ou 5 ans par le rapport Graphica à intervenir dans l'espace informationnel d'une dizaine de pays africains sur Facebook. Tout le monde joue à ce jeu. Donc, il y a un moment, il faut aussi regarder la réalité en face. Les Russes sont l'arbre qui cache la forêt. C'est un acteur important de la guerre informationnelle dans laquelle on est plongé, mais c'est un acteur parmi d'autres. Et le plus grand danger que représentent les Russes,
à ce stade de propagande dans lequel nous sommes tous, c'est même pas leurs attaques en tant que telles, c'est le fait que tout le monde focalise sur la Russie et oublie tout le reste. Il n'y a pas. Pour vous, c'est ça le vrai danger aujourd'hui, parce que je me mets à la place de beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on nous a fait croire que les JO pendant un temps c'était la Russie, que les punaises de lit c'était la Russie, qu'à chaque fois qu'il y a un événement en réalité on accuse la Russie. Donc pour vous, c'est on va dire une loupe avec laquelle on exagère le phénomène. Non, les punaises de lit, c'était effectivement une opération d'information russe. Il n'y a aucun doute sur le fait que les Russes nous attaquent d'un point de vue informationnel. Le problème, c'est que à force de focaliser sur les Russes, on en oublie tout un tas d'autres nations qui nous attaquent tout autant et qui potentiellement peuvent être tout aussi dangereuses, voire beaucoup plus dangereuses, parce que disposons d'infiniment plus de relais sur le sol français. Les Russes, physiquement présents sur le sol français, on les compte. Ils en sont réduits à devoir acheter de la publicité. C'est pas nécessairement l'attaque la plus dangereuse, et surtout ça n'est pas la seule. Et le fait de se focaliser sur un seul grand méchant et d'imposer un narratif qui consiste à voir les gentils, les méchants, nous met un angle mort gigantesque sur tout un tas d'autres nations qui nous sont également hostiles. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, ça n'avait rien à voir avec les Russes. Sûr. Et ce genre d'exemple déborde, et malheureusement se focaliser à l'excès sur les Russes, c'est passer à côté de beaucoup d'autres choses. Et encore une fois, je vous dis pas que les Russes ne sont pas hostiles, ils sont clairement hostiles, ils sont clairement derrière. Il faut juste faire attention à la façon dont on focalise, si vous voulez, notre vue sur ce phénomène, alors que tout autour il y en a, ça se trouve peut-être des plus importants ou des tout aussi importants, si vous voulez, qu'on néglige peut-être par principe parce que ce n'est pas russe. Quelles sont les actions, on va dire, hostiles dans lesquelles se sont spécialisés les Russes? On sait qu'il y a eu les vidéos trafiquées, notamment on sait qu'on a eu les attaques d'hôpitaux. C'est de ça aujourd'hui, on va dire, que la principale activité des Russes, ou c'est quoi d'autre? Non, il y a une confusion majeure. Les attaques d'hôpitaux, c'est du ransomware. Donc c'est des cybercriminels, dont certains sont en Russie, qui font du racket. Ça n'a rien à voir avec une attaque d'un service de renseignement. Ça contribue aussi à ce grand cafouillage et cette grande confusion. On additionne des choux-fleurs et des carottes pour obtenir le chiffre le plus grand possible, et on vous met. Alors attendez, ça c'est très très important pour ceux qui nous écoutent, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. C'est-à-dire qu'il y a les attaques informationnelles, il y a les vols de données. Si vous deviez, on va dire, en faire quelques catégories, il y a les pour vraiment. Informatiques. D'accord. Donc les attaques informationnelles, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu au moment des Jeux Olympiques. Non. Là, je distingue deux choses. D'une part, des attaques qui viennent de services de renseignement étrangers, et d'autre part, des attaques de cybercriminels. Les attaques des hôpitaux, c'est des cybercriminels, et c'est sans doute la pire engeance, qui font du racket. Ça n'a aucun rapport avec un service de renseignement. La seule nation qui confond ces deux activités, c'est la Corée du Nord. Les Russes ne font pas ça. Les Russes, d'un côté, ont une certaine bienveillance avec des cybercriminels qui sont sur leur territoire parce que ça leur permet d'avoir accès à une main-d'œuvre qui, comme on disait tout à l'heure, est extrêmement rare et difficile à trouver. Bien sûr. Mais ne se livrent pas à des attaques de ransomware sur des hôpitaux de nations étrangères. Ils ont autre chose à faire. Leurs services de sécurité sont des gens sérieux qui se livrent à de l'espionnage, du sabotage, des choses tout à fait normales pour un service de cybersécurité, de sécurité et de renseignement de n'importe quelle nation sur Terre. Ils ne se livrent pas à du rançonnage d'hôpitaux. Ça, c'est des activités de cybercriminels de bas étage. Et le fait d'additionner des activités de cybercriminels de bas étage et les activités des services de renseignement russes, c'est absolument n'importe quoi. Ça contribue à cette grande confusion dans laquelle peuvent se planquer énormément d'autres nations qui, du coup, peuvent attaquer tranquillement tant qu'ils veulent. Ils sont protégés par le brouhaha fait par les Russes, qui participent à cette espèce de panique qui saisit aussi bien les politiques et qui essaye d'entraîner la population avec eux. La population étant a priori pas une peur bleue des Russes. Bon, mais je vous remercie de se parler vrai, Fabrice Eppelbaum. Et dans ce que vous avez dit, deux choses quand même absolument importantes. Dans ce cas-là, si on écarte un tout petit peu les actions des cybercriminels qui se trouvent en Russie ou qui sont russes, quelles sont les actions réellement néfastes que mène l'État russe lui-même contre la France? Alors, il y a deux types d'actions que l'État russe mène contre la France. Il y a des actions de cyber-renseignement. Et là-dessus, c'est un petit acteur mineur. Le plus gros acteur, le plus dangereux pour les entreprises françaises, comme l'a rappelé la DGSE, c'est les Américains. Il y a des actions de sabotage, mais pour l'instant, on peut pas dire que on est franchi ce cap. Donc, c'est pour l'instant très rare. Et puis, il y a des actions informationnelles. Là, c'est de la désinformation. C'est ce qu'on a tendance à catégoriser dans la thématique fake news, mais c'est infiniment plus complexe. Et puis aujourd'hui, les fake news
Tout le monde en fait. Donc ça n'est même plus une caractéristique d'une nation hostile. Et là-dessus, les Russes, c'est pas les premiers, hein, loin de là, mais ils sont actifs. Ils sont pas particulièrement créatifs. Ils utilisent les mêmes techniques que tout le monde. Souffler sur les braises. Toutes les nations qui attaquent la France aujourd'hui soufflent sur les braises. C'est pas spécifiquement russe. Simplement, les Russes ont effectivement des capacités de nuisance qu'ils utilisent, il faut être honnête, plutôt dans nos anciennes colonies pour soulever les populations contre la France, parce que c'est là qu'il y a le plus de braises, mais qui pourraient tout à fait utiliser, tout comme les anciennes colonies, pour souffler sur des braises, ces mêmes braises, mais sur notre territoire national. Dernière question, Fabrice Epelpoint. Tout à l'heure, vous mentionnez depuis le début de notre conversation, on va dire, les autres nations qui font la même chose, parfois en pire, comparé à la Russie. Quelles sont-elles ? Nous, par exemple. Je vous renvoie au rapport Graphica avec un K, qui analyse la façon dont l'armée française s'est positionnée dans des conflits informationnels, en l'occurrence contre la Russie, dans une dizaine de pays d'Afrique. Et quelles sont, nous les attaques que nous subissons, je veux dire, outre la Russie, puisque vous disiez, on va dire qu'on focalise un peu trop parfois sur elle, quels sont les autres pays qui nous attaquent et dont on fait semblant peut-être de ne pas voir la dangerosité ? Je ne vais pas me mettre à vous faire un inventaire à l'après-vert des pays qui nous attaquent. Sans un inventaire, mais vraiment les différences et les majeurs. Les anciennes colonies françaises sont dans cette optique-là et que d'un point de vue politique, elles sont dans ce mouvement de seconde décolonisation ou décolonisation qui les met dans des positions particulièrement hostiles. Il faut bien vous mettre en tête que des attaques informationnelles, vous avez une quantité invraisemblable de prestataires de services partout sur la planète. Ça a été montré à travers des investigations comme Forbidden Story, il y a déjà 3 et vous avez dans la plupart des services de renseignement aujourd'hui des entités spécialisées sur ce genre de choses. Merci beaucoup Fabrice Epelpoint, enseignant à Sciences Po, cofondateur de Yogosha. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour évoquer ces questions. Sommes-nous une cible privilégiée des attaques informationnelles et cyber ? C'était le début de cette conversation. Je crois qu'on a eu grâce à vous, on va dire, un état des lieux sévère et notamment cette donnée. On manque de près d'un demi-million de personnes sur le sol européen pour pouvoir être suffisamment productif et compétent pour contrer tout cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, il sera 13h sur Sud Radio. Et on va parler des ovnis. Donald Trump, notamment, veut faire toute la lumière sur ces affaires. On va parler de la CIA, on va parler de Air Force One et on va parler de ces nombreuses vidéos qui ont semé le doute. Vous êtes bien sur Sud Radio, 0826 300 300 si vous voulez vous joindre à nous, discuter, évoquer parfois ce que vous avez pu voir, les connaissances dans votre domaine. Et on en discute avec Sylvain Maisonneuve. Son livre sort dans quelques temps aux éditions Albin Michel et c'est les ovnis, l'enquête déclassée. Oui, messieurs, dames, à tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. Il est 13h, vous êtes sur Sud Radio et vous connaissez le slogan « Parlez vrai » et quoi de mieux que le sujet des ovnis par Sylvain Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été avocat pendant 7 ans, conseiller ministériel pendant plus de 5 ans et vous sortez dans quelques semaines l'enquête déclassifiée sur les ovnis. Ça sort chez Albin Michel et c'est vrai que ça se lit absolument comme un polar. C'est fascinant, c'est renseigné. Il y a beaucoup d'anecdotes savoureuses sur des cas recensés. On y croise Air Force One, on y croise les présidents américains, on y croise Donald Trump, on y croise la CIA. Et ce qui est extraordinaire quand on vous lit, et c'est pour ça que je veux également vos témoignages au 0826 300 300 ou vos commentaires sur l'application Sud Radio pendant cette deuxième heure de déjeuner et pendant que vous profitez certainement de Sud Radio dans les oreilles alors qu'il fait beau. J'aimerais quand même que vous preniez le temps de nous appeler parce que en effet on est plusieurs peut-être à avoir quelques connaissances qui ont à un moment vu, entendu parler des ovnis, cru voir quelque chose dans le ciel. Encore régulièrement sur les réseaux sociaux ou parfois sur les chaînes info sont filmés des phénomènes qui pourraient nous faire penser à. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui je suis sûr va provoquer beaucoup de réactions, j'aimerais comprendre comment un homme comme vous, au CV mine de rien aussi institutionnel, avocat, conseiller ministériel, a eu l'idée, un matin comme ça, d'écrire sur un sujet aussi controversé, pour pas dire pire, que les ovnis. Tout simplement pour contribuer à légitimer un sujet qui le mérite. Parce que aujourd'hui, quand on parle d'ovnis, quand on y réfléchit, on pense science-fiction, on pense complotisme, on pense dérive sectaire. À aucun moment, on se dit que c'est un sujet sérieux. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il est complètement radioactif aujourd'hui dans la sphère publique. Vous n'entendrez jamais un haut fonctionnaire, jamais un ministre s'exprimer vraiment sur la question, sauf de manière extrêmement gênée. Et ça, c'est une erreur.
C'est une erreur parce que en réalité, le phénomène, il est crédible. On a depuis quelques mois, quelques années, une actualité qui est particulièrement forte aux États-Unis, avec des vidéos qui ont été enregistrées par des avions de chasse, des témoignages de pilotes d'avions de chasse, des données radars et une mobilisation absolument inédite du Congrès, des parlementaires américains, ainsi que du monde scientifique et académique. Le président de la République, Donald Trump, a notamment eu quelques moments de pub où il a dit mais je vais déclassifier tout ça. A pris des engagements en ce sens. Des hauts responsables de la CIA, que ce soit sous Obama, sous Biden ou sous Trump, se sont également exprimés à ce sujet. Et donc, il y a une actualité qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, j'ai eu la volonté de pouvoir le traiter et essayer de légitimer, de sensibiliser à la fois l'opinion et les décideurs sur cet enjeu qui à la fois pose des questions stratégiques et pose une question existentielle absolument fascinante. Vous venez de citer Obama. Dans le livre, vous citez une phrase d'Obama qui parle explicitement des ovnis. Oui, absolument. D'ailleurs, avec l'éditeur, nous avons mis des QR codes dans le livre qui permettent en fait de flasher et de voir différentes interventions, dont celle d'Obama qui est dans la bande-annonce du livre. Et effectivement, il fait cette déclaration absolument stupéfiante de dire qu'il y a des objets dont on n'explique pas le comportement, dont on n'explique pas les trajectoires. Et ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau et qui est aussi a été repris et même amplifié par celui qui est aujourd'hui le directeur de la CIA, qui a évoqué le fait qu'il y avait des objets dont le comportement semblait défier les lois de la physique, qui n'étaient probablement ni russes ni chinois, et contre lesquels les États-Unis n'avaient pas les moyens de se défendre. Donc c'est des propos qui, si on les mettait dans la bouche du directeur, par exemple, de la DGSE, interpelleraient évidemment de manière majeure, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir adresser ce sujet différemment aujourd'hui. On parlera du rôle de la France dans quelques instants, mais dès l'introduction, vous voulez mettre tout le monde d'accord, précisément pour éviter que ce sujet soit radioactif. Vous dites 97% des phénomènes qu'on peut apercevoir dans le ciel, qu'on prend en vidéo, obtiennent tous une explication rationnelle. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 3% qui appartiennent en réalité à la catégorie des événements qui ne trouvent pas de justification. Oui, absolument. La plupart du temps, ce que l'on voit dans le ciel, ce sont des méprises. Il y en a beaucoup ces derniers temps, notamment avec les satellites Starlink. Ça peut être des rentrées dans l'atmosphère, ça peut être des lanternes chinoises. Il y a mille et une explications parfaitement conventionnelles. Il y a des phénomènes météorologiques aussi qui sont mal connus, comme les farfadets ou les jets bleus qui en font partie. Mais effectivement, ce qui est intéressant, ce sont ces fameux 3%. D'ailleurs, dans les 3%, il y en a qui, avec le temps, recevront eux aussi une explication conventionnelle. Mais finalement, ce qui est très parlant, c'est qu'il en suffit d'un pour changer tout à fait de paradigme. Et aujourd'hui, ce qui est, là encore une fois, particulièrement instructif, c'est de voir qu'on a des autorités officielles tant en France qu'aux États-Unis, qui font des recensements de cas particulièrement troublants, plusieurs dizaines, dans lesquels il y a des incidents qui impliquent des avions de chasse. Et là où vous avez des données multiples et concordantes, témoignages, vidéos, enregistrements vidéo, données radar. Et donc tout ça, c'est évidemment extrêmement fort. 0826 300 300 également l'application Sud Radio. Si vous aussi vous avez été témoin, vous pensez avoir filmé quelque chose, on va dire qui pourrait ressembler à un ovni dans quelques secondes, on va faire une sorte de lexique pour ceux qui arrivent sur Sud Radio et qui découvrent cette émission pour que vous puissiez nous suivre durant cette heure. Est-ce qu'il y a un événement avant l'écriture de ce livre qui a provoqué cette envie de s'intéresser particulièrement aux ovnis? Comment quelqu'un comme vous qui passait sa vie entre les conseils ministériels, le barreau, les affaires, tout d'un coup s'est dit tiens, il y a un espace très sérieux que je peux prendre pour expliquer un phénomène aussi controversé que les ovnis. Est-ce que c'est une déclaration celle d'Obama? Est-ce que c'est un phénomène qui a attiré votre attention plus qu'un autre? Moi, je crois que c'est le communiqué officiel qui a été fait par le Pentagone, dans lequel ils ont reconnu l'authenticité des vidéos enregistrées par les avions de chasse, où il y a 3 vidéos qui montrent effectivement des objets inconnus. Et pour moi, ça a été probablement le déclencheur. Il y en a un deuxième, c'est aussi que dans mon activité ministérielle, j'ai eu à connaître d'un certain nombre de crises, celle du Covid lorsque j'ai pris mes fonctions, celle qui a fait suite aux émeutes Naël, ou encore plus récemment celle qui a touché Mayotte. Et j'ai trouvé que c'était très enrichissant de voir la mécanique de l'État qui se mettait en place face à une crise, face à un événement imprévu. Et intellectuellement, ça me paraissait très stimulant de se dire, il y a une actualité très forte aux États-Unis. En France, c'est pratiquement morne pleine. Comment est-ce que le pouvoir réagirait s'il devait y avoir
un incident quelconque, une déclaration de Cet Trump. exercice intellectuel qui vous a séduit. Aussi, et le fait qu'il y a cette actualité qui est très probante et qui mérite une attention. Il nous reste 3 minutes avant qu'on se quitte une première fois. On va essayer, si vous voulez bien, de faire un petit lexique pour ceux qui vont suivre la discussion avec nous, comme ça ils ne seront pas perdus. Déjà, l'abréviation OVNI, la signification. Alors, OVNI, c'est objet volant non identifié. Le terme est devenu tellement radioactif que finalement on l'a changé pour PAN, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il a le mérite aussi d'être plus exact, ce dernier terme, parce que parfois il n'y a pas d'objet. En réalité, ce sont des phénomènes autres, lumineux par exemple, donc ou les des PAN, illusions. c'est les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà, exactement. PAN, PAN, PANI, il y a les diverses appellations qui sont justes. Tout le monde d'accord. Exactement. Et on va peut-être pas rentrer dans le vocabulaire américain, mais ils ont aussi leur propre lexique. Il y a aussi l'existence, et ça on le connaît tous, de l'expression la soucoupe volante. On a tout de suite l'imaginaire évidemment de la soupe aux choux, cette espèce d'immense soucoupe qui arrive de par le ciel avec des lumières vertes. Est-ce que vous pouvez nous raconter, dès le début du livre, dans les premiers chapitres, vous raconter d'où vient l'expression? Je trouve que, on va dire, l'anecdote est savoureuse. Oui, parce qu'en fait, elle est issue d'une méprise. Tout simplement, la première observation contemporaine, on va dire, c'est celle d'un pilote qui s'appelle Kenneth Arnold, qui dit avoir vu 9 objets dont certains avaient la forme qui rebondissaient plus exactement comme des soucoupes. Qui donnaient l'impression de rebondir sur l'eau, vous dites. Sur l'eau, absolument. Et le journaliste écoutant son témoignage a déclaré qu'ils avaient la forme de soucoupe volante. Et c'est ce qui ensuite a fait la une des journaux. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, finalement, dans le dernier rapport qui a été publié par le Pentagone, il recense les formes des ovnis, qui sont très différentes les unes des autres. Vous avez des triangles, vous avez des sphères, et vous avez effectivement des disques. Certains surmontés d'un dôme. C'est d'ailleurs l'une des vidéos les plus parlantes qui s'appelle la vidéo Gimbal et qui est en couverture. C'est effectivement une forme de soucoupe volante, donc ça interpelle beaucoup, mais à l'origine c'est une méprise effectivement. Et en France, je l'ai découvert en lisant votre livre, OVNI, l'enquête déclassifiée chez Albin Michel, vous parlez du groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on a effectivement été pionnier en France, puisqu'on a considéré que le phénomène trahissait un certain nombre de manifestations qui nécessitaient d'être expliquées. Et évidemment, quand vous voulez expliquer un phénomène, la base, c'est de pouvoir récolter de la donnée. Et donc, à partir de là, il y a un groupe officiel qui a été créé, qui est sous tutelle d'ailleurs du CNES, qui existe encore, qui permet de récolter les témoignages de civils, de déployer des enquêteurs bénévoles sur le terrain pour recouper les informations et ensuite de les publier sur un site internet. Donc c'est un organisme public qui a une utilité d'information du public. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec votre entourage professionnel? Vous étiez avocat, conseiller dans certains gros ministères régaliens. Est-ce que vous leur en avez parlé? Oui. Et quelles ont été leurs réactions? Timide, amusé, choqué, paniqué, angoissé? La majorité était intriguée parce que ils me connaissaient effectivement et ils savaient que j'avais un profil plutôt sérieux et rigoureux, heureusement d'ailleurs en ministère. C'est mieux, c'est plutôt rassurant. C'est mieux, donc ça les a interpellés. Et il y en a une autre partie plus minoritaire qui m'a dit que j'étais un peu fou en fait pour ma carrière d'aller effectivement publier avec mon nom sur le phénomène OVNI. Et effectivement, c'est là tout le sujet, c'est que étant radioactif, il n'est pas suffisamment traité, appréhendé. Et donc, toute ma démarche, c'est de pouvoir le légitimer. Donc, il fallait mettre mon nom et mon parcours au service de l'information du public. Les OVNI, l'enquête déclassifiée, c'est chez Albin Michel. L'heure est-elle venue en France de faire la lumière sur ce phénomène? C'est écrit par Sylvain Maisonneuve, avocat, conseiller ministériel, qui signe cette enquête. Vous voulez témoigner, participer à cette discussion sur Sud Radio, 0826 300 300. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Radio dans tous ses états.
Maxime Liédo. Est-ce que le monde est prêt à faire la vérité sur les ovnis? 0826 300 300 si vous voulez dialoguer avec nous, passer à l'antenne de Sud Radio et surtout échanger avec Sylvain Maisonneuve qui signe ce document extraordinaire aux éditions Albin Michel, OVNI, l'enquête déclassifiée. Il a été avocat pendant 7 ans, conseiller ministériel pendant 5 ans et pourtant une autre passion lui est venue, cette enquête sur les ovnis. Vous allez voir, on va se plonger au cœur. On a d'abord essayé de vous faire un petit lexique. Qu'est-ce qui peut pousser un profil aussi institutionnel que celui-ci à se plonger sur un phénomène aussi controversé que les ovnis? Et pourtant, vous étiez en train de raconter l'anecdote qui est à l'origine de l'expression soucoupe volante. Et c'est vrai qu'il y a une affaire qui date de 1947. J'aimerais qu'on y consacre les prochaines minutes. Ces nombreuses affaires qui ont participé, on va dire, au trouble collectif autour de l'existence des ovnis. Et la première, d'une certaine manière, qui est recensée, sur laquelle il y a énormément de documents, à laquelle on peut s'intéresser très sérieusement, c'est l'affaire de Carnes Harold en 1947, c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres phénomènes, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait les fameux Foo Fighters qui ont été observés par des pilotes américains, anglais, allemands, japonais. Dans les décennies qui précèdent, il y a eu aussi des cas qui ont beaucoup interpellé, mais c'est vraiment celui de Kenneth Arnold en juin 1947 qui va marquer un changement de paradigme. Alors le cas en question, quel est-il? C'est assez simple. Il a son entreprise, il démarche des clients et il le fait en avion. Donc il se balade d'une contrée à l'autre. D'un État à un autre. Absolument, souvent au-dessus de l'État de Washington. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et il aperçoit des objets brillants qui semblent voler à très grande vitesse à côté d'un mont, d'une montagne qui s'appelle le mont Rainier et qui vont vers le mont Adams. Il est évidemment interpellé, choqué. Au début, il ne comprend pas. Et puis, il s'aperçoit progressivement, en se rapprochant des objets, qu'ils ont un comportement, une vitesse qui sont complètement atypiques. Il atterrit, il en parle à des amis pilotes. Il passe une nuit blanche. Il essaie de démarcher l'antenne locale du FBI qui est incapable... Pour leur expliquer, je crois que vous ne comprenez pas ce qui m'est arrivé. Exactement. Tout ça, en fait, pour recevoir une explication, c'est soit un prototype de l'armée américaine, soit un engin espion soviétique, soit autre chose. Il est troublé et il veut des réponses. Obtenant porte close un petit peu partout, il finit par se tourner auprès d'un journal local qui n'était pas au courant. Le journaliste flaire bien quand exactement. Même on va dire le titre. Et donc effectivement le journaliste dit installez-vous quelques minutes, on va discuter, prend des notes et sort cet article qui va être repris par la société de presse qui est l'AFP américaine. Et là, traînée de poudre, ça va faire la une de tous les grands quotidiens américains. Il va recevoir des tonnes de courriers, ce Kenneth Arnold, des appels aussi jusqu'au milieu de la nuit chez lui. Et donc, effectivement, ça va devenir le premier un vrai incident qui va marquer l'histoire sur lequel on peut s'appuyer pour dater, on va dire, l'apparition des ovnis sur le sol américain. Et dans la lignée de ça, on a en juillet 47, quelques jours plus tard, c'est des débris clairement qui sont retrouvés près de Roswell cette fois-ci. Alors Roswell, c'est vrai que aujourd'hui c'est extrêmement difficile de comprendre ce cas parce qu'il est complètement pollué en fait. Globalement, l'affaire part de manière assez simple. Vous êtes dans le désert du Nouveau-Mexique, vous avez un fermier qui un soir entend un bruit d'explosion et le lendemain, en promenant son troupeau de moutons, retrouve un champ de débris à côté de sa ferme. À partir de là, il se décide à prendre la route, fait plusieurs heures jusqu'à la ville de Roswell, où il parle au shérif du coin, qui prend sa déposition et qui prévient la base de Roswell, qui est à l'époque la base qui abrite les avions chargés de l'arme atomique. Et ce qui est quand même sidérant dans cette affaire, vous parlez d'une affaire qui a été allègrement polluée par les anecdotes, les récits des uns des autres, c'est que quand même à un moment l'armée annonce la récupération justement de bouts de secours volants, c'est-à-dire que c'est un peu l'erreur originelle qui derrière va mettre le feu aux poudres. Oui, absolument. Le prévenu, en fait, le chef de la base envoie l'un de ses agents qui s'appelle Jesse Marcel avec un agent de renseignement. Ils sont 2 à se rendre sur site. Ils récupèrent un certain nombre de débris qui sont effectivement, d'après la description de Jesse Marcel, assez atypiques. Et il rentre, et à la suite de l'exposé qui lui est fait, le directeur de la base décide effectivement de sortir un communiqué de presse
disant que les rumeurs autour des soucoupes volantes s'avèrent justes, puisque l'armée vient de récupérer un disque. Et donc ça crée évidemment une déflagration médiatique extrêmement forte et qui va être très rapidement éteinte, puisque dans les heures qui suivent, il y a un second communiqué qui est publié et qui vient justement démentir en disant que en réalité c'était les restes d'un ballon météo qui ont été retrouvés. Et ce qui est, et c'est en fait à la suite de cette énigme Roswell, la façon dont vous la qualifiez dans le livre, que on va avoir l'apparition de ce fameux projet SIGN, c'est ça aux États-Unis, qui va avoir pour but en réalité de recenser toutes les apparitions étranges, on va dire tous les objets non identifiés, pour essayer d'en faire une petite, on va dire une capsule, on va dire de réceptacle de tout ce que les Américains pourraient désormais voir dans le ciel vu l'hystérie de la période. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux manières de réagir. La première, c'est que effectivement, pour les autorités, vous avez à l'époque l'affaire Roswell, évidemment. Vous avez aussi une multiplication de témoignages. Il y en a près de 800 en fait qui interviennent dans les jours et les semaines qui suivent. Juste sur le cas Roswell. D'autres cas qui se mêlent à ceux de Roswell. Donc vous avez une sorte d'ébullition de signalement et par définition, puisque c'est dans l'espace aérien américain, qu'on est à peine 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous devez tirer les choses au clair. Et donc ce que va faire l'armée, on y reviendra, c'est d'une part essayer d'analyser le phénomène. Et donc il y a un premier rapport secret évidemment, mais déclassifié depuis, qui va être fait par le général Twining, disant que le phénomène semble réel. Et c'est ce qui va justifier la création de sortes de bureaux, d'agences d'enquête pour essayer de tirer les choses au clair. Et si c'est, mine de rien, je me permets de vous couper, mais si ces affaires sont un peu anciennes, il y en a une qui est assez incontestable. Celle-ci, celle que vous venez d'évoquer, sont absolument indispensables parce que ce sont les premières grandes affaires, notamment aux États-Unis, qui provoquent d'une certaine manière l'hystérie à ce moment-là. Mais il y en a une qui est beaucoup plus récente, d'il y a presque 20 ans, c'est en 2004. Et celle-ci, en réalité, est fascinante parce que il y a toutes, on va dire, les raisons modernes d'y croire. Des vidéosurveillances, des signes radars. Est-ce que vous pouvez la raconter? Parce que, sauf si je me trompe, c'est le dernier cas vraiment édifiant sur lequel on peut se reposer quand on veut croire ou s'intéresser aux ovnis. Oui, c'est le cas le plus frappant. Comme je le disais, dans Roswell, c'est très compliqué de distinguer aujourd'hui le vrai du faux parce que globalement, tous les protagonistes sont morts. Et il y a eu beaucoup de désinformation, on aura l'occasion d'y revenir. Dans le cas de 2004, c'est totalement différent puisque c'est un incident qui se produit auprès d'un groupe aéronaval qui est en gros le porte-avions et ces navires qui l'escortent et le protègent. Et le destroyer en fait qui accompagne ce porte-avions détecte sur ses radars un objet à la frontière de l'espace et qui descend de manière extrêmement rapide, en à peine 1 seconde, dans l'atmosphère. Vous détaillez le déroulement de l'observation. Vous dites l'auteur justement on va dire le témoin détaille le déroulement très précis d'une observation de manière très réglementée. Il explique en moins d'1 seconde, l'objet vient de descendre à un peu plus de 28 000 pieds et se positionne en vol stationnaire, ce qui fait que tout le monde est stupéfait. C'est très simple. Aucun objet conventionnel n'est capable de telle prouesse. Précisément, soit parce que l'appareil à une telle vitesse s'écrase, soit personne ne peut survivre à l'intérieur. En réalité, c'est vraiment, on va dire, un phénomène de vitesse qui prend tout le monde de court quand ils sont témoins de ça ou quand ils ont les données sur le radar. Oui, il y a un physicien qui a étudié la trajectoire de cet objet sur la base des déclarations qui ont été faites par le chef opérateur du Princeton, donc vraiment sur la base d'éléments radar. Et ils ont calculé que la vitesse de l'objet équivalait à 5000 G. C'est une force d'accélération, si vous voulez, qui pose une contrainte de gravité qui est totalement considérable. Pour que vous ayez un ordre d'idée, un avion de chasse conventionnel, que ce soit un Rafale, un F-18 ou autre, peut subir jusqu'à 11, 12, 13 G avant que les ailes ne se détachent. Donc on est sur des notions qui sont évidemment sans commune mesure. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que effectivement, ça paraît totalement aberrant. On est près quand même des côtes américaines et donc on va ordonner le déploiement d'un escadron qui faisait jusqu'ici un exercice pour aller voir ce qui se passe sur place. Et effectivement, le chef d'escadron, qui a beaucoup d'expérience, qui est passé par l'école Top Gun, voit, ainsi que ses coéquipiers, un objet qui fait à peu près la taille d'un avion de chasse, qui a une forme ovale, blanche,
sans aucune aspérité. Il dit sans mode c'est un de propulsion. cylindre presque parfait, le genre de forme qui n'est pas du tout faite pour voler, mais pour tomber. Et pourtant, on a vu ce qu'on a vu. Exactement. C'est ça. C'est effectivement exactement cela. Il le dit. Il le surnomme même le tic-tac parce que ça a la forme d'un tic-tac. Et finalement, cet objet-là a des comportements et des mouvements qui sont totalement erratiques juste au-dessus de l'eau, détecte ensuite la présence de l'avion de ce commandant qui s'appelle David Fravor, qui descend au contact de l'objet, et l'objet va réagir en se mettant face à lui, et puis il va y avoir tout un balai qui va se mettre en place avant que l'objet ne disparaisse dans une accélération absolument foudroyante. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, on a des témoignages oculaires. On a ensuite une vidéo qui a été enregistrée par justement un avion de chasse, une vidéo infrarouge. Et on a effectivement le témoignage de l'opérateur radar. Donc on a des sources multiples et concordantes qui sont extrêmement intéressantes et qui en font un cas particulièrement frappant. Et un cas, on le rappelle, qui date de 2004, donc un des cas les plus récents par Sylvain Maisonneuve. Je rappelle, vous avez été avocat, conseiller ministériel, et c'est vous qui signez ce livre choc aux éditions Albin Michel. OVNI, l'enquête déclassifiée. Vous vous plongez au cœur des différentes sources, de tout ce qu'ont dit les différents présidents américains, les agences d'État, Air Force One, la CIA, et mine de rien, comment parfois l'armée américaine a pu officiellement, on va dire, faire de la désinformation de peur peut-être que la population s'emballe. C'est sur Sud Radio qu'on évoque encore ce phénomène pendant une demi-heure. Vous aussi, vous avez été témoin de certaines choses, vous avez entendu parler de certains phénomènes, vous avez observé des choses un peu inexpliquées dans le ciel. 0826 300 300, c'est le cas de Jean qui se trouve du côté de Lyon, qu'on ira retrouver dans quelques instants. Il est 13h30 et vous êtes sur Sud Radio pendant encore une demi-heure. Vous le savez, vous avez la parole et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédot. Pas de repos pour les braves en ce 1er mai, pendant que à Paris, les syndicats et partout en France battent le pavé. Il y a déjà en effet quelques débordements. Nous, on a décidé de prendre de la hauteur dans tous les sens du terme, notamment en s'intéressant aux ovnis. L'enquête déclassifiée sur les ovnis, c'est chez Albin Michel et c'est signé par vous, Sylvain Maisonneuve, et on est ensemble depuis une demi-heure parce que vous avez eu l'occasion de revenir d'abord sur cette envie qui vous a habité d'écrire clairement, longuement, en vous intéressant de façon très sérieuse à ce phénomène. Et on a évoqué les différents cas, notamment l'énigme Roswell, et ce cas de 2004 assez fascinant parce que cette fois-ci il est enregistré par des vidéos, par des caméras infrarouges, par des données radar et par plusieurs témoins oculaires dont on ne peut pas tellement remettre en cause, on va dire, la fiabilité. Mais ce qui est très intéressant également de votre livre, et je le reconseille vivement parce que en fait on le lit comme un polar, c'est-à-dire que on a toujours entendu parler des ovnis sans prendre le temps forcément de s'y intéresser, ou alors toujours par des voix un peu étranges. C'est à quel moment, si vous voulez, il y a une étape qui est franchie dans la désinformation. C'est-à-dire que les agences d'État, notamment aux États-Unis, notamment en lançant différents programmes, se disent il est grand temps d'allumer des contre-feux, et on verra à quel point la vérité, on va dire, est un peu écartée. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parte du côté de Lyon avec le camarade Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez appelé au 0826 300 300 et vous avez été interpellé par la conversation parce que vous pensez à un moment avoir été témoin, on va dire, de cette chose-là. Oui, j'en suis sûr d'ailleurs. Alors dites-nous, racontez-nous. Alors, bon, c'était un soir d'été normal. J'étais sur ma terrasse, je regardais les étoiles, le ciel était bleu, c'était joli. Un soir d'été banal. Et voilà. La nuit de Van Gogh, devant vous. Voilà. Et puis tout d'un coup, au loin, je vois une étoile qui tombe du ciel. Et puis, bon, je regarde, et puis après, boum, elle se déplace sur la gauche. Et elle disparaît. Et ben oui, là ça m'a interpellé. Bon, le lendemain, je suis allé sur le site du GEPAN. Donc là, on m'a fait l'Aius, les satellites, les avions, les lanternes, etc., etc. Mais non, il y a un truc qui n'était pas normal. Mais Jean, pour qu'on comprenne, le GEPAN que vous venez de citer, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qu'on a évoqué à l'instant avec Sylvain Maisonneuve, qui est un observatoire de tous ces phénomènes. C'est ça. Donc, eux, en fait, ils essayent de dissuader. Ils disent, bon, c'était un avion, c'était un satellite, c'était une lanterne chinoise, etc. Mais non. Moi, le truc que j'ai vu, c'est un point lumineux
qui est tombé du ciel, qui s'est figé et poum, qui est parti, mais comme ça a été dit, je dirais, avec vos précédents interlocuteurs, à une vitesse phénoménale, quoi. Et c'est ça qui vous a semé le doute chez vous? Ah, carrément, oui. Moi, je reste marqué par cette vision. Je me dis, c'est quoi ce truc, quoi? Mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean, et je vous remercie de nous avoir appelé au 0826 300 300 parce que en réalité c'est exactement ce qu'on dit depuis le début. C'est tout d'un coup, on va dire, un citoyen lambda qui, dans un paysage qui ne prête pourtant pas attention aux phénomènes paranormaux, se dit tiens, j'ai vu quelque chose d'absolument, non pas paranormal, mais anormal, Sylvain Maisonneuve, et c'est mine de rien sur ces témoignages, mine de rien, que on se repose pour essayer de détecter tout ce phénomène. Oui, vous avez différentes catégories de témoignages. Vous avez les témoignages isolés, donc c'est peut-être le cas de ce monsieur. Vous avez des témoignages de masse, dans lesquels vous pouvez avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers de témoins. Ça a été le cas notamment en Italie, où il y a eu des survols d'objets au-dessus du stade de la Fiorentina, qui a même provoqué l'arrêt du match. Donc vous avez aussi ces cas de figure. Et puis vous avez enfin les observations faites par des pilotes, qui sont évidemment plus habitués aussi à observer le ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper, qu'ils ne peuvent pas être abusés, mais aussi c'est une autre catégorie de témoignages, et chacune a, on va dire, son process d'analyse bien spécifique. Merci beaucoup, Jean, encore de nous avoir appelés. Je remercie surtout le cadre idyllique depuis lequel vous nous avez appelés, parce que, croyez-moi, on a tous entendu ici dans le studio de Sud Radio ces charmants oiseaux qui visiblement peuplent votre jardin. Merci encore de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous voulez participer à cette discussion, témoigner, interroger notre invité Sylvain Maisonneuve sur ces phénomènes, puisque c'est lui l'auteur de cette enquête déclassifiée sur les ovnis chez Albin Michel. Il y a aussi, mine de rien, c'est ce que nous a dit Jean en substance, l'idée à un moment de à chaque fois qu'on va voir, mine de rien, des institutions pour raconter ce genre de cas, il y a cette idée derrière qu'on a l'impression de faire face à des gens qui essayent de nous désinformer, et ça occupe une place très importante dans le livre. À un certain moment, les États-Unis choisissent la stratégie de la désinformation. Oui, c'est d'ailleurs assez rapide. Dès 1947, il y a une désinformation qui est mise en place, tout simplement parce qu'on est au début de la guerre froide. C'est la même année où le terme d'ailleurs est employé pour la première fois. Et Roswell va être notamment un cas avéré de désinformation, puisque le fameux ballon météo dont on parlait tout à l'heure, Jesse Marcel dira que c'était un montage, que c'était pas les débris qu'il avait ramassés, et l'armée elle-même, acculée, puisqu'il y aura même une commission d'enquête parlementaire qui sera montée sur la question, finira par reconnaître que c'était pas vrai, que c'était pas un ballon météo. Elle a sorti ensuite un autre argument, un ballon espion, hypothèse qui a aussi été très critiquée comme peu crédible, et effectivement les éléments matériels au soutien de cette thèse du ballon espion sont fragiles. Et quand vous évoquez cette commission d'enquête sur le cas Roswell, quelles ont été les conclusions? C'est de dire l'armée avait menti, les différents interlocuteurs, on va dire hiérarchiques, ont menti, donc on en conclut à quoi? Quelque chose toujours d'inexpliqué. On est incapable d'en conclure quoi que ce soit, notamment parce que les parlementaires se sont rendus compte que l'ensemble des archives qui avaient trait à l'affaire ont été détruites. Tout simplement détruites. Absolument. Disparition des archives. Exactement. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas en tirer évidemment la moindre conclusion, mais c'est effectivement quelque chose qui interpelle, parce que c'est une pratique qui est assez atypique. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, ce cas, comme d'autres, vont servir un peu de cas d'école. Parce que finalement, quand vous vous placez à la place d'une autorité publique, surtout dans le cadre du début de la guerre froide, vous avez une rivalité existentielle avec un pays qui a une puissance à peu près comparable à la vôtre et des valeurs qui sont totalement opposées, vous avez évidemment le risque d'être déstabilisé à un moment où vous ne pouvez pas vous le permettre. Et d'ailleurs, un certain nombre de responsables se disent que finalement les témoignages peuvent être le fait d'agents soviétiques infiltrés qui agitent la population. On en parlera parce que vous racontez dans le livre à un moment le traité qui va même exister entre les États-Unis et l'URSS, on va dire, pour s'appeler au plus haut sommet de l'État. Si à un moment, on va dire, on fait des recensions d'objets volants non identifiés. Mais pour poursuivre le fil de cette discussion sur le choix de la désinformation, vous l'écrivez, les explications officielles qui vont être privilégiées par les différentes agences, ça va être la méprise, la pathologie, malgré des dossiers inexpliqués, ou même totalement la folie. C'est-à-dire qu'on va avoir, on va dire, la consigne au sommet de l'État de dire écoutez, tous les cas comme ça, il faut absolument les faire passer comme fous, peu crédibles et totalement insensés. Oui, c'est effectivement la stratégie qui a été adoptée et qui est aujourd'hui clairement documentée, puisque les documents en question sont déclassifiés.
Donc ils sont disponibles de manière tout à fait publique et c'est effectivement ce qui va être fait, c'est-à-dire on utilise tous les leviers à notre disposition pour décrédibiliser les témoignages et s'il le faut, les témoins. On fait aussi de la manipulation du type, on fait monter un incident en épingle et puis on est capable en réalité de lui apporter une explication tout à fait conventionnelle, ce qui fait que ça fait dégonfler effectivement le gâteau et permet là aussi de neutraliser l'intérêt du public pour le sujet. Et cette entreprise-là, elle va coïncider avec d'autres qui vont consister à alimenter par exemple la machine hollywoodienne, à favoriser aussi un certain nombre de mouvements complotistes pour faire en sorte qu'un sujet qui à la base est parfaitement sérieux et pose des questions éminemment stratégiques, quitte le champ du débat public pour aller sur celui du complotisme et devienne complètement radioactif. Et vous expliquez très bien dans différents chapitres, notamment sur la désinformation qui s'organise, vous expliquez que la CIA, en réalité, à un moment, prend la main sur ce dossier et recommande de minimiser l'intérêt public pour les ovnis. Vous avez le jury Robertson qui préconise clairement, c'est ce que vous veniez d'expliquer, de discréditer tous les témoins et clairement d'aller détourner l'ascension. Mais ce qui est plus fascinant dans ce chapitre, c'est le cas de l'astrophysicien Hynek qui, d'abord sceptique, en fait, est en train de totalement changer d'avis devant l'accumulation de cas inexpliqués et surtout face à l'attitude très fermée de Air Force One. Il dira, en réalité, la première chose qui m'a fait totalement changer d'avis sur la réalité de ces phénomènes, c'est l'attitude complètement fermée de l'Air Force. Absolument. Il rentre dans le programme, il est même recruté pour ça parce que il est sceptique. Il dit même au tout début que tout ça est une mode qui passera, que tout ça est complètement farfelu. Et puis effectivement, devant l'accumulation de cas, il va progressivement réviser son jugement, de certains cas qualitatifs aussi de pilotes, mais aussi d'astronomes, dont la plupart d'ailleurs ne témoignent pas publiquement par peur de conséquences pour leur carrière. Et donc cet élément-là, couplé à celui des dénégations finalement de l'armée de l'air à l'époque qui est en charge du dossier, vont finir de le convaincre qu'il y a effectivement un sujet qui mérite beaucoup plus que le traitement qui en est fait. Et vous racontez, on l'a survolé un instant, c'est le cas de dire qu'il existe même à un moment un traité secret entre les États-Unis et l'URSS qui prévoit de s'alerter en cas d'incident impliquant des objets non identifiés. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et on est, on va dire, au début des années 70, c'est ça ? Oui, absolument. Il est disponible d'ailleurs en ligne, puisque maintenant il a été publié, ce traité. Donc, vous pouvez parfaitement le retrouver avec une petite recherche. Il a probablement comme explication au moins deux incidents qui sont intervenus aux États-Unis de sites de lancement de missiles nucléaires, l'un à Malmstrom, l'autre à Minot, où effectivement, pendant plusieurs minutes, à la suite de survols d'objets non identifiés, les États-Unis ont, semble-t-il, perdu le contrôle de leurs missiles intercontinentaux. Et à travers notamment ce qui sera diagnostiqué un peu plus tard, des impulsions électromagnétiques très spécifiques qui sont arrivées à percer les blindages dans lesquels sont enfouis les silos, technologie qui était à l'époque pas du tout disponible par ailleurs. Et donc cette incertitude-là, qui semble aussi s'être retrouvée du côté de l'Union soviétique, a probablement été le facteur déclenchant de ce fameux traité dans lequel vous avez l'article 3 qui prévoit effectivement que les deux puissances puissent s'alerter en cas de déclenchement de missiles par des objets inconnus, ce qui effectivement est assez particulier à lire, mais qui est bien absolument réel. Sidérant. Et d'ailleurs, on va dire dans le suite de vos chapitres, vous racontez aussi à quel moment il y a clairement, on va dire, un combat, mine de rien, qui va se jouer entre le Congrès jusqu'au Pentagone, parce que le Pentagone, au fur et à mesure, vous le racontez, s'enferme dans le déni plutôt que de s'intéresser réellement à ça. Et c'est le Congrès qui va essayer de rentrer en bataille frontale contre le Pentagone en disant, au bout d'un moment, on va exiger ce qui nous a toujours été refusé, c'est-à-dire la transparence. Et dans les États-Unis de Donald Trump, qui avait promis, on va dire, de faire la lumière sur tous ces sujets, de déclassifier un certain nombre de documents, comment vous qualifieriez l'attitude qu'on a vis-à-vis des ovnis maintenant ? Alors effectivement, vous avez totalement raison. On a un retour de balancier parce que pendant des décennies, le Pentagone exprimait en gros un motif très simple qui était circulé, il n'y a rien à voir. Et en 2017, le New York Times ainsi que Politico et puis ensuite le Washington Post ont fait un certain nombre de révélations, à la fois du fait qu'il existait des programmes d'enquête secrets au sein du Pentagone, ce qui avait toujours été nié jusque-là, et encore très récemment, puisque c'était le cas encore en 2012, qu'il y a des témoignages de pilotes d'avions de chasse
qu'ils vont faire d'ailleurs dans ces journaux, et des vidéos enregistrées par les avions de chasse. Et ceci, couplé à un certain nombre d'entretiens confidentiels qui vont être menés entre les élus du Congrès et ces pilotes, va aboutir effectivement à ce que les parlementaires réagissent en disant qu'ils ont été en quelque sorte promenés, et ils vont demander, dans un énorme retour de balancier, à ce qu'effectivement le Pentagone fasse œuvre de transparence. 0826 300 300 et l'application Sud Radio pour interroger notre auteur Sylvain Maisonneuve qui publie cette enquête édifiante aux éditions Albin Michel, l'enquête déclassifiée sur les ovnis, et vous l'entendez depuis maintenant 45 minutes. On a à peu près évoqué tous les sujets, les différents cas, ce que disent les différentes institutions, notamment américaines, les cas inexpliqués. Et on rappelle quand même cette phrase en guise d'introduction, 97% des phénomènes obtiennent une explication rationnelle. Ce qui intéresse et ce qui a été, on va dire, à l'origine du livre, ce sont ces fameux 3% qui, de façon institutionnelle, n'ont pas encore trouvé toutes les explications. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je vous en prie, allez-y, parlez vrai. Vous êtes interpellé par quoi depuis qu'on a cette discussion avec Sylvain Maisonneuve? Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai lu le rapport du GEPAN il y a quelques années. Je pense aux ailes de Tucson, je crois, en Arizona, si je dis pas de bêtises, qui sont restées stationnaires pendant toute une nuit, je crois. Et c'est pas pour ça que je vous appelle. J'ai toujours été frappé par le fait que en 2025 et même bien avant, tout ce qui est photos et films sont de très très mauvaise qualité, alors qu'on est capable de photographier de manière très nette des étoiles qui sont des milliards d'années lumière. Donc je comprends pas pourquoi tout ce qui est film d'ovnis, enfin d'objets non identifiés ou photos sont toujours de mauvaise qualité. Et avant que Sylvain Maisonneuve vous réponde, est-ce que je peux juste vous poser une question indiscrète, Hervé? Depuis combien de temps vous vous intéressez à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'un coup à vous jeter dans cette découverte? Depuis tout gamin. Et puis je suis persuadé que ça existe. C'est une évidence. On n'est pas les seuls. Mais voilà, et je trouve ça fascinant. C'est la passion d'un sujet sans explication évidente, on va dire. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des phénomènes qui défient toutes les lois de la physique, c'est complètement hallucinant, et je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas d'image claire, nette. Alors Sylvain Maisonneuve vous répond, Hervé. Alors il y a 3 réponses en réalité dans votre question. Pourquoi on n'a pas d'image nette? La première, c'est que dans un certain nombre de cas, il semble que l'interaction avec les objets brouille les capteurs. Ça a été notamment le cas sur l'une des vidéos infrarouges qui a été publiée, où le pilote l'a indiqué, l'objet est parvenu à brouiller les capteurs. Donc ça, c'est une première explication pourquoi on a souvent des images floues. La deuxième, c'est souvent dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire que la plupart des phénomènes ont lieu, sont vus en tout cas entre 18h et 22h, et donc effectivement selon la période, ce sont des événements qui sont plutôt nocturnes, ce qui facilite pas évidemment la tâche pour capter ces phénomènes. Une autre explication, c'est que en réalité vous avez parfois de très belles images, simplement vous êtes incapable de les authentifier, parce qu'elles ont été faites par un promeneur, par une autre personne. Ça peut être aussi un montage, et donc ça c'est effectivement très difficile. Enfin, les 2 dernières explications, c'est que notamment sur les vidéos infrarouges, en fait, les vidéos infrarouges, elles sont faites pour de la reconnaissance de cible, donc pour identifier par exemple un convoi militaire qui circule au sol ou un autre avion, l'identifier grâce aux différences de température entre l'objet et l'air pour pouvoir ensuite le shooter. C'est pas pour faire de belles images, c'est pas une GoPro, c'est pas pour des images en clair. Donc forcément, vous n'avez pas le bon outil pour filmer. La dernière explication, c'est qu'il y a des images qui existent, mais elles sont aujourd'hui encore classifiées. Mais effectivement, le Pentagone a reconnu, des agents de renseignement ont également affirmé qu'il y avait des images en clair qui étaient disponibles, mais qui n'étaient pas encore données au public. Peut-être que ce sera le cas dans les prochaines semaines, parce que effectivement, Donald Trump a pris l'engagement de campagne de le faire, de les sortir. Certain nombre de documents. Donc à ce moment-là, on verra. Convaincu par l'explication, Hervé? Vous pourriez faire une petite précision sur les fameuses ailes stationnaires qui sont c'était Tucson, je me trompe pas? Est-ce que c'est bien ça du côté de Tucson qui avait eu ces fameux en Arizona? Oui, alors il y a eu, en fait, il y a eu 1987-8, un truc comme ça. Oui. Alors en fait, il faut bien avoir en tête que je crois que le GEPAN, ils ont recensé près de 3000 ou 4000 témoignages. Là, on y reviendra, mais ne serait-ce que dans les éléments officiels donnés par le Pentagone, on est à plus de 1600 incidents. Donc effectivement, des témoignages, vous en avez des tas, et vous avez effectivement des cas dans lesquels les objets restent de manière stationnaire puis accélèrent, dans lequel il y a tout simplement des accélérations simples. Enfin voilà, il y a tout un tas de cas
qui recoupe celui que vous évoquez à Tucson. Merci beaucoup Hervé de nous avoir appelé au 0826 300 300. La discussion se poursuit avec notamment la place de la France dans justement les enquêtes sur ce certain nombre de phénomènes. Ce sera la dernière partie de cette émission. Vous êtes sur Sud Radio et on revient dans quelques instants bien sûr. À tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Maxime Liédo. Vous connaissez le numéro maintenant, même en ce 1er mai, pas de repos pour les braves, vous pouvez être en train de vous balader, vous êtes sur la route, vous êtes en train de manifester, vous écoutez Sud Radio, vous avez envie de faire un petit pas de côté, de prendre de la hauteur avec Sylvain Maisonneuve, l'auteur des OVNI, l'enquête déclassifiée, c'est chez Albin Michel, et depuis 1 heure, mine de rien, on évoque tous ces cas hallucinants, toutes ces enquêtes qui ont été, mine de rien, réalisées par de grandes institutions, la CIA, le Pentagone, le Congrès américain, l'Air Force One, mais il y a un pays dont on n'a pas encore parlé, et ce pays, Sylvain Maisonneuve, c'est la France. Quelle est la France? On a parlé en effet de cet organisme d'observation dont le camarade Hervé qui nous appelait tout à l'heure a évoqué l'existence. On l'a évoqué aussi en début d'émission, mais comment la France se positionne vis-à-vis de ces phénomènes? Est-ce que vous qui avez été avocat, conseiller ministériel pendant plus de 5 ans, vous observez, on va dire, un intérêt particulier de certaines élites pour ce phénomène ou au contraire on le balaye d'un revers de main dans certains milieux? Comment c'est observé? Dites-moi. Pourtant, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on le balaye d'un revers de main. Justement parce qu'il est radioactif. Et c'est là où on a effectivement un sujet, c'est-à-dire qu'on a été assez pionnier avec la création du GEPAN en 1977. Mais depuis, on a perdu beaucoup de souffle, beaucoup de volontarisme sur la question. Et désormais, le leadership, il est très clairement américain. Or, le problème, c'est que évidemment, ça nous place dans une situation d'asymétrie d'information. Et donc dans une situation potentielle de vulnérabilité vis-à-vis de ce phénomène. Donc globalement, ce qu'il faudrait être en mesure de faire, je vais parler de manière un peu techno, mais c'est aussi l'idée, c'est de faire déjà un diagnostic. C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui nos moyens civils et militaires qui nous permettent de récolter de l'information, de récolter de la donnée. Est-ce qu'on a des survols qui sont fréquents? Est-ce qu'on est capable de savoir quelle trajectoire ils adoptent, la vitesse qui est la leur, la composition éventuellement de ces objets? Est-ce qu'on est capable de documenter cela? Ça, c'est un premier point qui est important. Donc il faut pour ça se poser la question des moyens techniques dont on dispose en termes d'imagerie satellite, en termes d'observation au sol, pour pouvoir documenter le phénomène. Deuxième source pour nous alimenter, les témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé des témoignages de monsieur, est-ce qu'aujourd'hui, un pilote d'avion de ligne, le formulaire pour signaler un incident, il l'utilise? Est-ce que ça a des conséquences sur sa carrière? Parce qu'évidemment, il va devoir très certainement passer une visite médicale à la suite de ces signalements. Il y a eu des conséquences dans les carrières de certains pilotes. Pour les pilotes d'avions de chasse, c'est exactement la même chose. Donc est-ce qu'on est capable de remonter de la donnée qui permettent, si vous voulez, ensuite de produire de l'analyse. Le deuxième sujet qui est tout aussi important, c'est de faire de l'anticipation. Aujourd'hui, on travaille sur tout un tas de cas d'anticipation stratégique, les conséquences par exemple potentielles de l'intelligence artificielle et bien d'autres. On n'a pas, en revanche, à ma connaissance, de vrais travaux d'anticipation sur des cas dans lesquels vous avez des incidents qui arrivent. Et ils peuvent être d'amplitude extrêmement diverses. Vous pouvez avoir simplement un Donald Trump ça pourrait être de la prospective voilà, exactement. C'est de la prospective. Exactement, l'anticipation, c'est de la prospective. Vous pouvez avoir quelque chose de très... une incidence modérée qui est un Donald Trump qui fait une déclaration tonitruante où il reprend par exemple à son compte les propos de son directeur de la CIA ou ne serait-ce que de la directrice du renseignement national sous Joe Biden qui ont fait des déclarations, on y reviendra peut-être, extrêmement fortes. Mais en quelques mots, quelles ont été les déclarations notamment sous Joe Biden qui allaient dans le sens d'existence d'OVNI? Avril Haines par exemple a ouvertement posé la question de ces phénomènes qui étaient impossibles, en tout cas en l'état des outils disponibles à diagnostiquer, à expliquer, et elle a ouvertement formulé l'hypothèse extraterrestre. Voilà. Ce qui est assez extraordinaire dans la bouche de quelqu'un qui est en charge de superviser les 18 agences de renseignement des États-Unis. Le directeur de la CIA a dit que voilà, il y avait des objets qui avaient des comportements qui semblaient défier les lois de la physique et contre lesquels les États-Unis n'avaient pas les moyens de se défendre. Donc on est quand même sur des déclarations qui sont extrêmement fortes. Si Trump reprenait ces propos-là à son compte, comment réagirait la France? Exactement, tout le monde se tournerait vers les autorités. Est-ce qu'on a
travailler un scénario d'anticipation pour pouvoir y répondre ou pas, c'est une question. Et est-ce que depuis que votre livre est annoncé, que vous allez en faire une promotion assez tonitruante, est-ce que précisément vous avez des cercles, on va dire, de prospective, des cercles un peu militaires, des cercles en charge justement de ce genre d'anticipation qui vous, sans les nommer bien sûr, qui vous ont approché en disant est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se rencontrer, parce que précisément on va devoir plancher sur ce sujet. Exactement. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement ça commence à bouger. Il y a eu le 13 mars dernier une table ronde qui a été organisée par l'Académie militaire du ministère des Armées qui a été consacrée à la question des ovnis. Donc c'est lors en France, au Paris Defense and Strategy Forum, qui est un peu la grande messe de réflexion stratégique. Et effectivement, la question a été abordée à ce moment-là. Et donc ça, c'est un premier pas qui est important et qui, espérons, en appelle d'autres. Merci beaucoup Sylvain Maisonneuve d'avoir été avec nous durant cette heure. OVNI, l'enquête déclassifiée, c'est aux éditions Albin Michel. Ça se lit comme un polar, ça se dévore et c'est stupéfiant de voir la mine d'informations que vous avez réussi à regrouper, que ce soit les citations d'anciens présidents de la République, la réaction des grandes agences, la CIA, le Pentagone, Air Force One. C'était un plaisir de vous recevoir ici sur Sud Radio. Il est bientôt 14h. Juste après cette émission, vous retrouvez bien sûr Brigitte Lahaye avec cette question absolument cruciale. Comment mieux se connaître? Eh bien oui, il suffit d'écouter cette émission. Et entre 17h et 20h, vous retrouvez naturellement Les Vraies Voix avec Frédéric Brindel qui, en cette journée du 1er mai, va poser à ses équipes finalement la question que beaucoup de gens se posent encore. Il sera fait un débat certainement au 0826 300 300. Est-ce que les syndicats aujourd'hui ont encore une utilité? De notre côté, on se retrouve demain. Non, on ne fait pas le pont. On se retrouve demain, midi 14h, même radio. À demain et très bel après-midi sur Sud Radio.